Je n'aurais jamais cru que rentrer tôt de la clinique ce jour-là serait le moment où ma vie entière s'effondrerait. Je restais figée derrière la porte de la cuisine de la Villa des Tilleuls à Virmont, une main serrant encore le sac de filles acheté en promotion parce que mon fils Étienne les aimait. J'espérais le surprendre. Peut être partagé une tasse de thé, lui annoncer que j'arrêtais de travailler, que mon cœur n'était plus ce qu'il était, que le médecin m'avait supplié de ralentir. Mais au lieu de cela, je l'entendais. Ouais, je vais enfin vendre la maison. Maintenant qu'elle est inutile, elle peut pourrir ailleurs. Peu m'importe. Riait-il au téléphone, son ton désinvolte, comme s'il parlait de la météo. Mon cœur battait si violemment. Je pensais qu'il jaillirait de ma poitrine. Mesqueno, vacillante. Je devais m'appuyer contre le chambranle. Je sentais la sueur froide se rassembler à l'arrière de mon cou, mon souffle se coinçant dans ma gorge. Toutes ces années, 30, exactement. 30 ans à donner chaque salaire, à couvrir discrètement ses affaires ratées, ses dettes, ses urgences. Je me souvenais des matins où je sautais mes propres médicaments, juste pour qu'il ait assez d'argent pour l'essence, des nuits à travailler tard pour nettoyer des bureaux, pour qu'il ne perde pas la face devant ses amis. Chaque sacrifice semblait maintenant une plaisanterie tordue, résonnant dans mes oreilles, mais là, entendant qu'il me traitait d'inutile, quelque chose en moi se brisait. Un calme glacial, soudain, s'installait, étrange, comme enfiler la peau d'une autre, mais réconfortant dans sa netteté. Mes larmes ne coulaient pas. Mon esprit s'aiguisait, tranchant le brouillard de la trahison. En instant, je voulais entrer dans la cuisine, crier, lui dire ce que j'avais abandonné pour lui, chaque euro versé dans ses affaires défaillantes, ses dettes, ses caprices. J'avais même vendu mon alliance en secret une année, quand il risquait de perdre sa voiture, mais il ne bougeait pas. Une clarté froide, vive men Wahissheit. Une clarté que je n'avais pas ressentie depuis la mort de mon mari. Il y a des décennies, ma bouche s'asséchait, tandis que je l'écoutais vanter mes sacrifices, comme s'il n'était que des tremplins sous ses chaussures. Je prenais une lente inspiration, reculais discrètement de la porte, essuyais mes larmes sur ma manche, redressais le dos, pressais ma paume contre le mur pour me stabiliser. Plus de supplications, plus d'attente pour des miettes d'affection. Je ne laisserai pas vendre le toit au-dessus de ma tête, me jeter comme un déchet. Je me tournais, marchais vers ma chambre, chaque pas résonnant d'un nouveau vœu. Je reprendrai chaque centime, chaque instant, chaque morceau de ma dignité qui pensait avoir arraché pour toujours. Après avoir entendu les mots d'Étienne, je m'échappais au seul endroit qui semblait encore à moi, le jardin des Glycines, derrière la maison. Je m'asseyais sur un banc en fer forgé sous un vieux chêne, là où je regardais Léon jouer avec ses camions jouets. À 5 ans, les glycines fleurissaient sauvagement, violettes, blanches, s'entremêlant, comme essayant de se soutenir. Je pensais qu'elle symbolisait l'amour qui entrelace les familles maintenantes. Elle semblait juste un désordre négligé. Pendant que je m'épuisais à le maintenir à flot, je traçais les sillons de mes paumes,
mais il m'a marqué par des années de récurage, de couture, de bord de plateau, de réparation de ses erreurs sans fin, 30 hands, 30 ans à donner chaque salaire sans réfléchir. Je me souvenais de chaque promesse désespérée, juste un prêt de plus, maman, jusqu'à ce que l'entreprise démarre. Yettejure, c'est la dernière fois, je le croyais toujours, ou peu, être avais-je besoin de le croire pour continuer, pour justifier les sacrifices incessants, pour maintenir l'illusion qu'il avait besoin de moi, que je comptais à chaque échec. Je ramassais les morceaux, je vendais les bijoux de ma mère, annulais mes propres visites médicales, travaillais malgré des douleurs thoraciques, des maux de tête durant des jours, des mains si raides que je ne pouvais ouvrir un bocal. Je lui donnais ma vie entière dans de petites enveloppes, des virements assise là, le soleil de l'après-midi filtrant à travers les pétales de glycine. Je sentais le poids de toutes ces années perdues peser sur moi. Les feuilles bruissant au-dessus semblaient murmurer chaque fois où j'aurais dû dire non. J'aurais dû garder un peu pour moi, pour ma santé, pour un peu de paix dans ma vieillesse. Mais l'amour est aveugle, dit-on. Non, l'amour n'est pas aveugle. Il est patient, plein d'espoir, stupidement loyal, parfois autodestructeur. Je me penchais, mes coudes s'enfonçant dans mes genoux, laissant échapper un souffle tremblant. Le jardin sentait doux, presque douloureusement. Il se moquait de moi avec sa beauté insouciante. À cet instant, je réalisais quelque chose de terrifiant, de libérateur. Être seul valait mieux qu'être utilisé. Je regardais les glycines, sentais une lueur nouvelle, quelque chose de vif, de clair. De la colère peut être ou de la résolution. Étienne pensait que j'étais trop faible pour agir, trop liée par l'amour d'une mère pour riposter. Il comptait sur mon silence, ma peur, mon pardon sans fin. Mais il ne me connaissait pas aussi bien qu'il le pensait. Je me levai lentement du banc, mesqueno craquante. Une protestation. Je m'arrêtai, pressant ma main contre le treillis. S'il voulait me voir comme inutile, je lui montrerais à quel point une vieille femme inutile pouvait être dangereuse. Le lendemain matin, je me retrouvais sur le porche arrière, une tasse ébréchée de thé léger réchauffant mes doigts. L'air matinal portait encore un peu de rosée. Les vieilles planches sous ma chaise grinçaient à chaque mouvement. Ma voisine, Margot, venait, comme toujours le samedi, montant les marches, équilibrant son panier de tomates fraîches de sa petite serre. Viviane, on dirait que t'as vu un fantôme, disait-elle, plissant les yeux. Je forçais un sourire mince, l'invitant à s'asseoir. En vérité, je répétais depuis le matin ce que je dirais, ma gorge serrée, ma poitrine brûlant d'avoir tout gardé si longtemps. Tandis que Margot s'installait, elle me tendait une tomate brillante, ferme. Je la regardais un instant avant de la poser. Il faut que je te dise quelque chose. Commençais-je, les mots lourds, comme portant des décennies de douleur. Elle écoutait en silence, tandis que je parlais vraiment des salaires donnés mois après mois, des dettes couvertes,
sans un mot, des cartes de crédit remboursées en secret, comment j'avais payé les factures d'hôpital d'Étienne après cet accident de voiture qu'il avait causé ivre, comment j'avais épongé ses dettes de jeu pour que personne ne vienne frapper la nuit. Je lui disais comment j'avais vendu le dernier bracelet en or de ma mère, juste pour payer leur voyage de noces. Quand Claire menaçait de le quitter pour l'argent, les yeux de Margot s'écarquillaient. À un moment, elle pressait sa paume sur sa bouche. « Tu as fait tout ça ?» murmurait-elle. Je hochai la tête, regardant le jardin, les glycines fanant sous le soleil matinal, les pétales tombant comme des accusations silencieuses. Il promettait toujours de me rembourser, de prendre soin de moi. Quand je serai vieille, disais-je, ma voix craquant à la fin. La main de Margot trouvait la mienne, la serrant si fort, ça faisait presque mal. Et maintenant, il prévoit de te jeter dehors. Je laissai échapper un rire bas, sans humour. Il m'a appelé inutile. Il a dit qu'il vendrait la maison, me laisserait pourrir ailleurs. Le visage de Margot rougissait. Ce garçon n'est pas un fils, c'est un parasite. Je baissai les yeux sur nos mains jointes, une larme glissant sur ma joue. Margot l'essuyait de son pouce, son Kontaktschau maternel. Pour la première fois depuis des décennies, je m'autorisais à ressentir pleinement la trahison. C'était pas juste l'argent, c'était chaque sacrifice, chaque nuit à attendre son retour, chaque repas sauté pour qu'il mange mieux. Tout s'effondrait dans cette phrase entendue. Margot ne disait plus grand-chose. Elle restait là, sa présence solide, ancrée. Et dans ce silence, je sentais quelque chose changer. L'humiliation se transformait, devenant plus proche de l'acier. Quand Margot se levait pour partir, elle m'enlaçait si fort, je sentais mes côtes se tendre. « Tu sais ce qu'il te reste à faire ?» murmurait-elle à mon oreille. Je hochai la tête contre son épaule. « Oui, hier, savez, quelques jours plus tard, je me forçais à aller au marché de la Fontaine, à Virmont. J'avais besoin de lait, de pain, mais plus encore d'un moment pour penser hors des murs de cette maison. Je resserrai mon vieux cardigan, marchant dans les allées remplies de fromage, de pain frais, une odeur de lavande séchée, chaque pas lourd, comme traînant dans la boue. Mon esprit repassait les mots d'Étienne en boucle. Je tendais la main vers un panier de figues, quand un rire me raidissait la colonne, le rire d'Étienne, forte, confiante, celui qu'il utilisait quand il pensait avoir charmé quelqu'un pour de l'argent. Je tournais lentement la tête, voilà, appuyé contre un étal, son téléphone pressé contre l'oreille, ses yeux scintillant d'excitation, comme un enfant vantant un jouet volé. « Non, écoute, disait-il à son interlocuteur, elle n'a aucune idée. Elle pense que je rénove pour son confort. J'ai déjà un agent immobilier prêt pour la semaine prochaine. Une fois vendu, elle sera dehors et io film en liberté. » Ou il s'arrêtait pour glousser. « Ouais, je sais, je suis un génie. » Ma main tremblait si fort. Je manquais lâcher le panier. Je le pressais contre ma poitrine, essayant de stabiliser mon souffle. Il continuait, inconscient. Elle a dépassé son utilité.
Elle ne peut même plus travailler. À quoi sert-elle? Je l'enverrai dans une maison de retraite au bout de la ville, la moins chère possible. Je sentais le sang se vider de mon visage. Mes lèvres s'entr'ouvraient, mais aucun mot ne sortait. Je pensais avoir entendu le pire. Mais ça, c'était pas juste une trahison, c'était une condamnation à mort de la part de la seule personne sur qui je comptais. Une jeune mère et son enfant passaient, me jetant un regard curieux. Je me forçais à me retourner, serrant mon panier si fort. Mais Jointures, blank silent. Je continuais, essayant de paraître normal, mais à l'intérieur, mon cœur rugissait comme une tempête. Chaque mot entendu comme une gifle. Combien de fois avais-je couvert ces erreurs? Défendu face aux voisins, aux professeurs, aux amis, j'avais abandonné ma retraite, mes rêves de voyage, ma chance de paix, tout pour qu'ils vivent confortablement. Et maintenant, ils me jetaient comme de la nourriture avariée à la caisse. Mes mains tremblaient si fort, je manquais lâcher mon portefeuille. Le caissier, un jeune garçon aux yeux gentils, demandait si j'allais bien. Je hochais la tête, incapable de trouver ma voie. De retour dans la voiture, je m'asseyais au volant, saisissant le volant, ma vision brouillée par les larmes, mais sous la douleur, un nouveau feu commençait à brûler à la maison. Je m'asseyais au bord de mon lit, les sacs du marché encore près de la porte. Le soleil de fin d'après-midi s'étendait sur ma courte pointe, éclairant les petits points que je faisais les nuits sans sommeil. Et regardais mes minds, celle qui avait porté Étienne à travers chaque éraflure, chaque dette, chaque caprice d'enfant devenu désastre adulte. Une petite voix dans ma tête disait « Il est temps ». Je me penchais sous mon lit, sortais un vieux registre fané, mon secret depuis des années que je gardais, me disant que je le finirais un jour, chaque euro donné, chaque facture payée, chaque frais médical couvert, tout était là, griffonné de ma main soigneuse lors des longues nuits où je prétendais qu'il me rembourserait un jour. Je feuilletais les pages, chaque ligne, un coup au cœur, 12 500 € pour sa première entreprise, effondré en 6 mois, 9 800 € pour rembourser les prêteurs sur gage après sa frénésie de jeu, 22 € pour l'hypothèque. Quand il oubliait de payer 5 € pour le voyage de noces, quand Claire menaçait de partir, la liste s'étendait comme un chemin sans fin de promesses brisées. Mon stylo semblait lourde. En le prenant, ma main tremblait, mais je me forçais à écrire. Chaque trait semblait arracher une couche de mes illusions. Quand je posais le stylo, mon dos douloureux, mes yeux brûlants, un calme étrange s'installait dans ma poitrine. Ce n'était plus juste une liste, c'était ma preuve, mon histoire, mon dernier combat. Je levai les yeux vers la lampe sur ma table de chevet, sa lumière chaude, projetant un éclat doux sur le registre. Elle me rappelait la vieille lampe de lecture de mon mari, qui laissait allumer, attendant mon retour d'un car tardif. Il disait toujours « Ne laisse jamais ta gentillesse être prise pour de la faiblesse ». Je l'avais oublié trop longtemps.
Je pressais le registre contre ma poitrine, laissais mes larmes couler librement, pas des larmes d'impuissance, mais de libération, de reprise des morceaux de moi que je ne réalisais pas encore là. Je pouvais presque entendre la voix moqueuse d'Étienne. « Tu n'es qu'une vieille femme, tu n'es pas battre siamese. » Mais assise dans la lueur douce de cette lampe, quelque chose se durcissait en moi. Je n'étais pas juste une vieille femme, j'étais une mère qui avait tout donné et j'en avais fini avec le silence. Je posais le registre près de ma photo de mariage, murmurais à la pièce, à mon mari, à moi-même. Il est temps de rentrer à la maison, chez moi maintenant. Le lendemain matin, je sortais juste après le lever du soleil, les rues encore humides d'une pluie matinale, l'odeur d'asphalte, mouillé, vive dans l'air. Je portais mon vieux trench coat beige, celui qu'Étienne disait me faire ressembler à une bibliothécaire abandonnée. Aujourd'hui, je le portais fièrement. Je passais devant la boulangerie où j'achetais ses brioches préférées, ignorant la douleur dans ma poitrine, plus de place pour la nostalgie, seulement la résolution. À quelques pâtés de maison, je m'arrêtais devant un petit bâtiment en briques avec un auvent vert, cabinet des lilas, les lettres fanées. Mais je savais qu'ils étaient compétents. Ils avaient aidé Margot dans une bataille d'héritage compliquée. Je restais là 1 minute, ma main planant sur la poignée, et mon reflet dans la vitre montrait une vieille femme fatiguée, ligne autour de la bouche, les yeux ayant vu trop de trahison. Puis j'ouvrais la porte, entrait une jeune réceptionniste, levait les yeux, surprise. Bonjour, madame, avez-vous un rendez-vous? Je secouais la tête. Non, mais j'ai besoin de voir quelqu'un aujourd'hui. C'est urgent. Elle devait entendre l'acier dans ma voix, car elle cessait de poser des questions, me guider dans un couloir étroit. Je me retrouvais face à Louise Dubois, dans la cinquantaine, yeux vifs, cheveux tirés, en un chignon serré. Nous nous asseyions face à face à son bureau en bois sombre. Je glissais le registre vers elle lentement, comme s'il pesait 50 kilos. Elle feuilletait les pages en silence. Ses doigts rapides, ses sourcils s'élevant de plus en plus. Enfin, elle levait les yeux. C'est exhaustif, disait-elle prudemment. Avez-vous des documents pour ces paiements? Relevé bancaire, Retus, confirmation de virement. Je hochais la tête, sortais un dossier usé de mon sac, des années de registre, empilis, étiqueté, chaque sacrifice documenté en noir et blanc. Les yeux de Louise s'adoucissaient légèrement. Vous avez tenu des registres méticuleux, disait-elle. Je me redressais, sentant une étrange fierté pulser en moi. Il était toujours si néglige, quelqu'un devait garder une trace. Elle hochait lentement la tête. Légalement, nous avons un dossier très solide pour exploitation financière, surtout vu vos contributions. La promesse de soins futurs, ça prendra du temps, mais vous pouvez réclamer une restitution, empêcher qu'il touche votre propriété sans votre consentement. Je sentais mes épaules s'abaisser, l'attention s'allégeant pour la première fois depuis des semaines. Et la villa des Tilleuls, demandai-je, ma voix faible. Nous pouvons déposer une injonction immédiatement pour l'empêcher de la vendre, répondait-elle fermement.
Il ne pourra ni lister ni transférer la propriété sans conséquence légale grave. Je laissais échapper un souffle tremblant que je n'avais pas réalisé retenir. Louise se penchait. Vous n'êtes plus seule dans cette affaire. Madame Lemoine, nous la gérerons ensemble. Ces mots semblaient un rayon de soleil après un long hiver froid. En quittant le bureau, je repassais devant la boulangerie. Je regardais la vitrine, mais ne m'arrêtais pas. Étienne ne le savait pas encore, mais la fondation sur laquelle il se tenait allait se fissurer. Je ne reprenais pas juste ma maison, je me reprenais moi-même. Une semaine après avoir vu Louise, Étienne appelait, m'invitant à dîner, prétendant vouloir discuter, mais je savais mieux, sa voix mielleuse, chaque mot soigneusement mesuré. Ce soir-là, je dressais la table moi-même, sortant la belle vaisselle gardée depuis des décennies. Chaque assiette semblait plus lourde, comme portant tous les arguments silencieux que nous n'avions jamais eus. Quand Étienne arrivait, il entrait, comme s'il possédait l'endroit, sonne par femme trop forte. Son sourire trop large, il portait une pile de papier sous le bras. Maman, lançait-il, embrassant ma joue, comme si rien ne s'était passé. Je pensais qu'on pourrait régler des papiers d'entretien pour la maison ce soir. Je hochais la tête, feignant la confusion. Entre Étienne, il riait doucement, comme si j'étais une enfant lente. Oui, tu sais, des trucs des routines, ça te simplifiera la vie plus tard. Tu ne veux pas t'inquiéter des taxes foncières, des réparations à ton âge? Non. Je remuais la soupe lentement, cachant le dégoût bouillonnant dans ma poitrine. Nous nous asseyions pour manger. Il parlait sans arrêt de nouveaux investissements, de nouvelles affaires, de la nécessité d'être malin avec nos actifs. Ses mains bougeaient comme celles d'un magicien, feuilletant les documents, désignant les lignes de signature. Signez ici. Maman, ça t'évitera bien des ennuis à long terme. Je prenais un papier, plissant les yeux, prétendant peiner. À l'intérieur, mon pouls était stable, fried. Je me souvenais de chaque instant où j'attendais que ces promesses se réalisent. Chaque facture médicale qu'il me laissait, chaque nuit à attendre sa clé dans la porte pour savoir qu'il était vivant, et le voilà, essayant de me charmer pour abandonner le dernier morceau de mon indépendance, ma maison, ma dignité, mon droit d'exister à mes conditions. Je posais le papier, soupirais théâtralement. Tout ça, Étienne, tu as toujours été si doué pour ces choses compliquées. Je ne sais pas pourquoi je m'embête à comprendre. Ses yeux scintillaient. Informisch. Exactement. Pas besoin. Fais-moi confiance. Je penchai la tête, l'observant, comme on observe un serpent glisser dans l'herbe. Confiance, répétai-je, presque en murmurant. Il ne remarquait pas l'acier sous mes mots. Il se penchait avidement, poussant le stylo vers moi. Je le repoussai lentement, croisant ses yeux. Pourquoi ne pas finir le dîner d'abord? Tu dois être affamé. Son sourire vacillait. Il essayait de cacher son agacement, mais je le voyais. Une petite fissure dans son jeu parfait. Nous mangions presque en silence après ça. Je le laissais remplir l'air de bavardage nerveux, hochant la tête au bon moment.
Mon esprit déjà loin devant, il n'avait aucune idée que, à quelques pâtés de maison, Louise finalisait les documents d'injonction. Aucune idée que demain, son petit plan s'effondrerait dans un tribunal en débarrassant les assiettes. Il recommençait. Maman, à propos des papiers, je le regardais, souriait si doucement. Il manquait presque la froideur derrière. Ne gâchons pas un bon dîner avec des affaires ce soir. Il essayait d'argumenter, mais je me tournais, portant les assiettes à l'évier. Pour la première fois de ma vie, je sentais l'avantage fermement dans ma main. Après ce dîner, je me retirais dans ma salle de couture à l'atelier des Rosiers. L'espace sentait le vieux tissu, les sachets de lavande. Une lampe éclairait le coin où ma machine à coudre trônait, l'aiguille figée à mi-point sur un tablier à moitié, fini, prévu pour Claire. Il y a des années, un cadeau jamais terminé. Une fois que j'avais vu sa manière de me regarder, comme si j'étais de la saleté sous ses chaussures, je mettais le tablier de côté, posais mon registre sur la table, le lissant comme un texte sacré chaque soir cette semaine. Je restais là des heures vérifiant les chiffres, les croisant avec mes relevés bancaires, mes rechos. Chaque page, un testament de la vie sacrifiée morceau par morceau, une courte pointe de nombre cousant la vérité qu'il pensait que je cacherais avec mon silence. Entre vérification et recalcul, je passais mes doigts sur un panier de vieilles photos familiales sur l'étagère. La photo de bébé d'Étienne, son premier jour d'école, sa foto de remise de diplôme, la seule où je voyais une lueur de joie réelle dans ses yeux. Avant que l'avidité ne l'engloutisse, je pensais à la voix de mon mari, résonnant du passé. Ne le laisse pas tout prendre, Viviane, garde quelque chose pour toi. Je ne l'avais pas écouté, alors, Miss Maintenance, pas de retour en arrière. Je fermais les yeux, prenais une profonde inspiration, laissant le calme de la pièce m'envelopper comme un manteau protecteur. L'aiguille de la machine brillait sous la lumière, me rappelant une petite épée précise, impitoyable, forte malgré sa taille. J'imaginais Étienne faisant les 100 pas dans sa chambre, répétant ce qu'il me dirait ensuite, comment il tournerait ses mensonges, feindrait l'inquiétude. L'image me faisait presque rire. Mes doigts bougeaient seuls, prenant un morceau de tissu, le passant dans la machine. Le bourdonnement du moteur vibrait dans mes os, manquante. Chaque point semblait un battement de cœur, chaque ligne un vœu. Je finirai ce combat à ma manière, patiente, prudente, avec la même force silencieuse qui m'avait portée à travers des décennies de sacrifices. Quand je me levais, enfin, mon dos douloureux, mon esprit n'avait jamais été plus clair. Je posais le tissu fini, regardais la petite pile de preuves sur ma table, puis prenais un miroir, inspectant mon reflet sous la lampe crue. Je ne voyais pas une femme impotente. Je voyais une survivante, quelqu'un poussé au bord du gouffre, ayant trouvé son assise, stable, inébranlable. Le lendemain matin, je me réveillais avant le lever du soleil, mais man stables, ma respiration régulière,
Je m'habillais soigneusement, choisissant une blouse bleue douce, mes boucles d'oreilles en perles simples, une armure de dignité. Après un toast et un thé léger, je m'asseyais à la table de la cuisine, composais le numéro de l'agent immobilier, la femme dont Étienne s'était vanté à son ami au marché. Bonjour, Ichi, Madame Lemoine. Oui, je voudrais discuter de la vente de ma maison. Une pause à l'autre bout, je pouvais presque entendre sa surprise. Oui, je suis la propriétaire. Non, mon fils ne parle pas pour moi. Je gère tout directement. Les mots coulaient de ma langue comme de l'eau, chacun s'aiguisant en lame. À midi, elle arrivait à ma porte, jeune, efficace. Ses talons claquant sur le porche, elle portait un classeur, un sourire forcé, s'attendant à voir Étienne diriger le spectacle. À la place, elle me trouvait, j'ouvrais la porte, m'écartais sans un mot. Elle hésitait un instant, scrutant derrière moi, comme si Étienne pouvait surgir des ombres. Nous nous asseyons à la table de la cuisine, la même où Étienne avait supplié pour l'argent des études, pleuré après son premier investissement raté. Je regardais son visage tandis que je sortais mes documents, ma pièce d'identité, le registre, les papiers d'injonction officielle. Cette maison est à moi, disais-je calmement, et je la vends à mes conditions, pas de deal caché, pas d'arrangement secret. Elle clignait rapidement des yeux, ses mains tremblant légèrement feuilletaient mes papiers. Bien sûr, Madame Lemoine, bien sûr, sa politesse répétée glissait en dessous. Je voyais une lueur de respect, peut être une pointe de peur. Quand elle demandait le prix, je lui donnais un chiffre plus élevé qu'Étienne n'aurait osé rêver. C'était pas pour l'argent, mais pour déclarer au monde, à moi-même, que je tenais les rênes maintenant. Nous signions les documents préliminaires. Elle promettait de lister discrètement, sans qu'Étienne le sache, en rassemblant ses affaires pour partir. Elle s'arrêtait à la porte. Vous êtes plus forte que je ne l'attendais, disait-elle doucement. Je hochai simplement la tête, mes doigts serrant légèrement le chambranle. Le silence ne signifie pas faiblesse, répondais-je. Elle partait vite après, comme si elle craignait que je change d'avis, que je la jette dehors. Quand la porte claquait enfin, je restais dans le couloir longtemps, respirant profondément. Des horses. Le soleil montait dans le ciel, répandant une chaleur sur mon tapis usé. Je sentais quelque chose changer en moi, une ouverture, un premier souffle après des années sous l'eau. Je marchais vers la fenêtre de la cuisine, regardais le jardin des glycines, les fleurs fanant, mais à cet instant, je ne voyais pas de la décrépitude, je voyais un espace pour quelque chose de nouveau. Demain, j'informerai Louise. Demain, je finaliserai les transferts de compte. L'empire d'illusion d'Étienne s'effondrait déjà ce soir. Après le départ de l'agent, je me retrouvais à l'évier, frottant une vieille casserole inutilisée depuis des années. L'eau chaude coulait sur mes mains. Un instant, ça semblait comme avant, réconfortant, familier. Mais ce soir,
C'était différent. Chaque tour de l'éponge semblait un acte de réclamation. En frottant, les souvenirs m'inondaient. Étienne rentrant ivre, vomissant sur le sol, moi restant éveillée toute la nuit à nettoyer, terrifiée qu'il s'étouffe, l'appel après son accident de voiture, pleurant, me suppliant de payer les réparations avant que quiconque ne découvre sa promesse de repartir de zéro, de trouver un vrai travail, de me rendre fière. Et à la place, disparaissant des jours, me laissant arpenter le porche en chemise de nuit, priant pour entendre ses pas, j'arrêtais de frotter, me penchais sur l'évier, l'eau coulant sur mes doigts, mon reflet scintillant dans la fenêtre, une vieille femme fatiguée, cheveux s'effilochant, mais ses yeux n'étaient plus perdus. Je voyais maintenant si douloureusement clair j'avais été la colle tenant sa vie ensemble, tandis que la mienne se fissurait morceau par morceau. Je redressais mon dos, l'eau goûtant de mes doigts sur le sol. À cet instant, une montée de force m'envahissait, plus chaude, plus vive que tout ce que j'avais ressenti. Qu'est-ce que l'amour sans respect, murmurais-je dans la cuisine vide. J'éteignais le robinet, essuyais mes mains sur mon tablier, puis prenais une feuille pliée près du panier de fruits, un brouillon de ma déclaration au tribunal. Je l'avais réécrite encore et encore ces derniers jours. Chaque version comme arracher une couche de honte, jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité brute, indéniable. Je m'asseyais à la table, dépliais la feuille. Les mots me fixaient. Faute, défiant. Je commençais à lire à voix haute, répétant. Ma voix tremblait au début, mais devenait stable, gagnant du poids à chaque phrase. Tu me regrettes que parce que j'ai dit non, lisais-je fermement, laissant les mots résonner dans la petite cuisine. Je m'arrêtais pour reprendre mon souffle, sentant mon cœur battre. Pas de peur, mais de pouvoir. Je lisais la déclaration 3 fois avant de la poser. Chaque répétition comme un marteau enfonçant un clou plus profondément dans le cercueil de la vie qu'Étienne avait construite sur mes sacrifices. Quand je finissais, je ne me sentais plus une mère fragile, je me sentais guerrière, ayant survécu à la guerre la plus silencieuse, la plus lente, celle de l'amour tordu en chaîne. Je pliais la déclaration soigneusement, la glissais dans mon sac, le fermais, Demain. Elle irait à Louise, Demain. Je me préparais à affronter Étienne au tribunal. Cette nuit, je ne dormais pas. Je m'asseyais dans mon bureau à l'atelier des rosiers, la lumière de la lune se répandant sur mon vieux bureau en chêne, la maison silencieuse, sauf pour les grincements des murs, le bruissement du vent à travers les glycines dehors. Je sortais chaque document, le registre, les relevés bancaires, les hechos, chaque pièce comme un éclat de verre, reflétant des années de sacrifice. Je bougeais lentement, méthodiquement, glissant chaque papier dans un dossier soigné. Mes doigts tremblaient 1 ou 2 fois, mais je les forçais à se stabiliser, pas de place pour l'hésitation. Maintenant, une pile de copies notariées à côté, prêtes pour Louise. Je les étiquetais de ma main serrée, soignée, en travaillant. Mon esprit vagabondait vers les nuits de fièvre d'Étienne,
les gâteaux d'anniversaire faits maison, les bulletins scolaires gardés dans une boîte à chaussures à l'étage, tous ces petits moments que je pensais être des investissements d'amour, en réalité des prêts sans intention de remboursement. Je pressais mes paumes à plat contre le dossier, laissant échapper un souffle tremblant. La lumière de la lune brillait sur mes mains, les rendant presque translucides, si fines, marquées mais fortes, plus fortes que je n'avais jamais su. Je jetai un œil à une photo sur mon étagère, moi, mon mari, un jeune Étienne, fier devant la villa des Tilleuls. À l'époque, je croyais qu'elle serait son refuge pour toujours, qu'il grandirait en un homme qui me protégerait en retour. À la place, il la voyait comme un prix à encaisser. Une fois que je n'étais plus utile, je secouais lentement la tête, ma mâchoire se serrant. Je prenais le brouillon final de ma déclaration, le relisais sous la lune. Ma voix basse, ferme. J'ai donné à mon fils chaque salaire, chaque battement de cœur, chaque once de ma jeunesse. Tu m'appelais inutile, mais ce sont mes mains qui ont construit le toit au-dessus de ta tête. Maintenant, ces mêmes mains reprennent tout. J'imaginais presque le visage d'Étienne réalisant que j'avais renversé le jeu. La pensée ne me remplissait pas de culpabilité, mais d'une joie discrète. Inattendue. Je glissais les papiers dans mon sac, le fermais, puis allais au coffre derrière l'étagère, y glissais les preuves essentielles, des copies de ses couches, au cas où. En fermant le coffre, je sentais un poids s'envoler de mes épaules. Pour la première fois depuis des décennies, je ne vivais pas dans la peur de sa prochaine demande, de son prochain plan. J'éteignais la lampe, me tenais près de la fenêtre, regardant la lune monter dans le ciel, les glycines oscillant dans l'obscurité, murmurant des secrets à l'air nocturne, des mains. Je déposerai tout officiellement des mains. Les dernières chaînes tomberaient. Je pressais ma main contre la vitre froide, murmurais à la lune. Être seul vaut mieux qu'être utilisé. Et pour la première fois, je le croyais vraiment à l'aube, je me réveillais avant l'alarme. Le ciel encore, un murmure gris. Je m'habillais discrètement, choisissant une robe simple, bleu marine, que je portais quand je me sentais fière. Aujourd'hui, je ressentais quelque chose de plus fort que la fierté, la liberté. Je préparais un petit déjeuner, un toast, un café noir, y touchant à peine mess, men's, stables, mon cœur étonnamment calme. Je regardais la cuisine une dernière fois, chaque coin portant un souvenir, les dessins d'enfants de Léon encore épinglés sur le frigo, la bouilloire cabossée pour son lait du soir, la table usée, où j'avais conçu chaque plan de sauvetage financier dont Étienne avait besoin, mais je ne me sentais plus sentimentale, je me sentais résolue. Yapranis mon sac, le dossier, des documents finaux dedans, sortaient dans le froid matinal. Les glycines dans le jardin frémissaient légèrement dans la brise, comme sentant que c'était la fin de quelque chose. Au cabinet des Lilas, Louise m'accueillait d'une poignée de main ferme.
Elle n'avait pas besoin de demander si j'étais prête. Elle le voyait dans mes yeux. Nous examinions les derniers papiers ensemble, la vente de la maison finalisée dans mon compte privé, sur Intouchable, les preuves scellées, prêtes pour le tribunal, l'injonction déposée, le dossier de restitution contre Étienne officiellement lancé, en signant la dernière page. Je sentais mes épaules s'abaisser, comme si 1000 briques invisibles s'envolaient en finissant. Louise se reculait, m'observant un instant. « Vous avez fait quelque chose que beaucoup n'ont jamais le courage de faire, » disait-elle doucement. Je hochai simplement la tête. « Il m'a fallu 30 ans pour dire non, » disais-je. Bon, je passais inébranlable, mais je l'ai dit. En quittant son bureau, je rentrai à l'atelier des rosiers pour la dernière fois. L'intérieur semblait un musée d'une vie à laquelle je n'appartenais plus. Je passais de pièce en pièce, touchant les vieux cadres, les courtes pointes pliées, la chaise où j'avais passé d'innombrables nuits sans sommeil. Enfin, je retournais à la cuisine, sortais un carnet, écrivais 6 mots. Bonne chance pour te débrouiller, maman. Je le laissais sur la table où il le trouverait facilement. Plus besoin d'expliquer, de supplier, de me justifier. Je prenais un dernier regard sur l'appartement, inspirais profondément, sortais dans le jour naissant en fermant la porte. Je me sentais plus légère que jamais. Mes pieds semblaient fermes sur le sol. Ma colonne droite, forte. Je marchais vers la voiture qui m'attendait. Un taxi pour mon nouvel appartement temporaire, choisi par moi, payé par moi, entièrement mien. Je ne pleurais pas, ne regardais pas en arrière. Étienne reviendrait trouver la maison vide. Cette courte note, il bafouillerait, jurerait, peut-être même essaierait d'appeler, mais peu importait. Pour la première fois, j'étais pas son filet de sécurité, sa servante, sa financière silencieuse, son éponge émotionnelle. Le jour de l'audience arrivait gris, humide, le genre de temps qui donne envie de rester au lit, mais j'étais plus éveillée que jamais. Au palais de justice de Viremont, je m'asseyais seule sur un banc dur, mon dossier de preuves sur les genoux, autour de moi, le murmure bas des avocats. Des familles se fondaient en un bourdonnement lointain, puis je le voyais, Étienne, entrant, flanqué de son avocat, regardant autour comme attendant un soutien, comme si quelqu'un pourrait se précipiter pour le rassurer, mais personne ne venait. Me voyante, il se figeait un instant, son visage tordu de confusion, puis de colère, enfin quelque chose que je n'avais pas vu en lui depuis des décennies, de la peur. On nous appelait, je me levais lentement, sentant mes genoux craquer, mais refusant de les laisser fléchir. Dans la salle d'audience, le marteau de la juge frappait. La salle devenait silencieuse. L'avocat d'Étienne commençait, essayant de tisser une histoire de malentendu, me dépeignant comme une vieille femme fragile, confuse. Ayant tout mal interprété, j'écoutais, silencieuse, immobile, mes mains croisées calmement sur mon dossier. Quand venait mon tour, Louise se levait, sa voix ferme, stable. Elle exposait chaque preuve, le registre,
les relevés bancaires, les factures médicales, les reçus des dettes couvertes, les copies de messages promettant un remboursement, les enregistrements de ces mots sur la maison. La juge feuilletait la pile, son expression s'assombrissant à chaque page. Puis c'était mon moment, je me levais, mon cœur battant, mais mon esprit vif. J'ouvrais ma déclaration, celle répétée tant de fois dans ma cuisine. Ma voix tremblait seulement au début, mais je continuais. J'ai donné à mon fils chaque salaire, chaque once d'énergie, chaque morceau de mon cœur. En retour, il m'a appelé inutile, à comploter pour voler ma maison, prévu de me jeter comme un déchet, mais je ne suis pas faible. Le silence ne signifie pas faiblesse. Je suis ici aujourd'hui car je refuse de disparaître en silence. Je refuse de laisser l'amour se tordre en chaîne. La salle restait douloureusement immobile tandis que mes mots résonnaient. Étienne s'agitait sur son siège. Poulet Suant, son avocat, murmurant frénétiquement à son oreille. Quand je finissais, je fermais mes papiers, regardais la juge. À cet instant, je ne me sentais pas petite, je me sentais plus grande que jamais à côté d'Étienne. La juge marquait une longue pause. Avant de parler, elle ordonnait qu'Étienne rembourse une grande partie de l'argent documenté dans des délais stricts. Elle statuait que ces actions constituaient une exploitation financière d'une personne âgée, ordonnait une compensation pour préjudice émotionnel ainsi que mes frais juridiques complets. Étienne s'affaissait comme si on lui avait retiré les os du dos. Son avocat restait tête dans les mains, je restais immobile. Mon souffle lent, profond, en partant, je sentais une main sur mon bras. Louise, ses yeux brillants de fierté, vous l'avez fait, murmurait-elle. Des horse. L'air froid frappait mon visage comme une bénédiction. Étienne tombait à genoux sur les marches du palais de justice, sanglotant dans ses mains. Je ne m'arrêtais pas, ne regardais pas en arrière. Pour la première fois, je ne m'éloignais pas dans la honte, je m'éloignais dans la victoire des horses. Je m'arrêtais un instant pour regarder en arrière, parce que regret. Mais pour marquer le dernier chapitre de cette longue histoire tordue, Étienne était toujours sur les marches, ses genoux raclant le béton rugueux, son costume froissé, humide de larmes, ses cheveux collés à son front. Je regardais, tandis qu'il enfouissait son visage dans ses mains, son corps tremblant de sanglots résonnant contre les murs de pierre froid. Les passants s'arrêtaient pour regarder. D'autres l'évitaient. Le fils, qui paradait à Viremont, vantant sa maison, son succès, ressemblait maintenant à un enfant ayant perdu son jouet préféré. Un instant, je ressentais une pointe de quelque chose proche de la pitié, mais elle s'évanouissait, remplacée par une clarté calme, s'installant profondément dans mes os. Il m'avait appelé inutile, avait prévu de m'effacer de la vie que j'avais construite pour lui, mais maintenant, c'était lui, seul, effondré, expoché. Je me tournais, continuais à marcher, chaque pas plus léger, comme si le sol me portait. Aujourd'hui, je ne tressaillais même pas. Loïse m'y rejoignait, son attachée, case en main, me regardant avec ce mélange de soulagement,
d'admiration vu quand nous avions examiné mes preuves ensemble. Rentrons chez vous, disait-elle doucement. Je hochai la tête. Nous marchions vers la rue où un taxi attendait. Dans la voiture, je m'asseyais à l'arrière, serrant le dossier des ordonnances finales. Je regardais la ville défiler, la boulangerie, où j'achetais des gâteries pour Léon enfant, le parc du coin, où je le poussais sur les balançoires, la rue où il pédalait, genoux écorchés, rire, sauvage. Tous ces souvenirs semblaient des pages d'une autre vie, celle d'une naïve, croyant que l'amour seul pouvait sauver quelqu'un de lui-même. En arrivant au cabinet des Lilas, Louise m'aidait à sortir du taxi. À l'intérieur, elle nous versait une tasse de thé, son bureau chaleureux, accueillant. Elle posait les documents sur son bureau. La restitution financière doit être remboursée dans les 12 mois, disait-elle, sinon ses actifs seront saisis. La compensation pour préjudice émotionnel est déjà sécurisée des revenus de la maison. Je fermais les yeux et laissais échapper un long souffle. Je sentais mes épaules se relâcher, la douleur dans ma colonne s'apaisant pour la première fois depuis des années. E após isso, Matassia regardez, Louise. Je pensais que je serais encore en colère ou triste. Avouai-je. Elle secouait doucement la tête. C'est parce que vous êtes enfin libre, Viviane. La vraie liberté n'est pas bruyante. Elle est silencieuse, comme vous. Je pressais une main sur ma poitrine, sentant mon cœur battre. In thought, stable. Je pensais à toutes ces nuits éveillées, repassant chaque mot qu'Étienne m'avait jeté, chaque insulte, chaque manipulation, à toutes les fois où j'avais ravalé mes besoins, pour qu'il ne ressente pas d'inconfort. Maintenant, il le ressentirait seul. En quittant le bureau de Louise, je sortais dans le soleil de l'après-midi qui perçait les nuages. La lumière frappait mon visage. Chaude, presque espiègle, je m'arrêtais sur le trottoir, penchant la tête en arrière, laissant le soleil m'inonder. Je n'avais plus de maison, pas celle devenue ma prison, mais j'avais quelque chose de bien plus précieux, le pouvoir de choisir où j'irais ensuite, qui je serais, comment y vivrais. Et Étienne, il apprendrait enfin ce que ça fait de rester seul. La même solitude qu'il avait prévue pour moi, je me tournais, commençais à marcher, mes pas légers, certains, d'Emain. Je déciderai où planter mes nouvelles racines, mais aujourd'hui, il y a marché simplement, respirant pleinement pour la première fois en 30 ans.